Imaginez un instant que vous vous trouvez seul au milieu d'un désert, loin de toute civilisation, loin de toute lumière artificielle. Vous levez les yeux vers le ciel nocturne et vous voyez des milliers, peut-être des millions d'étoiles scintiller au-dessus de votre tête. Ce spectacle vous coupe le souffle. Vous vous sentez petit, insignifiant, mais aussi étrangement connecté à quelque chose de plus grand que vous. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui va changer à jamais votre façon de regarder ce ciel étoilé. Et si je vous disais que tout ce que vous voyez, absolument tout, chaque étoile, chaque point lumineux, chaque constellation que vous pouvez nommer, n'est que votre rue dans un quartier cosmique infiniment plus vaste? Et si je vous disais que notre galaxie et la Voie lactée, avec ses centaines de milliards d'étoiles, n'est qu'un simple pâté de maisons dans une métropole galactique qui s'étend sur des millions d'années-lumière? Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire. Nous allons explorer notre voisinage cosmique, ce que les astronomes appellent le groupe local. Et je vous promets que ce que vous allez découvrir va vous laisser bouche bée. Parce que notre quartier galactique est bien plus étrange, bien plus fascinant et bien plus dynamique que vous ne l'avez jamais imaginé. Avant de commencer cette exploration, laissez-moi vous partager quelques faits qui vont faire vaciller votre conception de la réalité. Notre groupe local contient plus de 80 galaxies confirmées, mais savez-vous combien vous pouvez en voir à l'œil nu depuis la Terre? Seulement 3. C'est 3 galaxies sur plus de 80. Les autres sont soit trop petites, soit trop faibles, soit simplement cachées derrière le disque lumineux de notre propre galaxie. Et voici quelque chose d'encore plus troublant. La galaxie majeure la plus proche de nous, Andromède, est si éloignée que la lumière que vous voyez ce soir a commencé son voyage vers vos yeux, à une époque où les premiers humains modernes commençaient tout juste à marcher sur la Terre africaine. 2,5 millions d'années. C'est le temps qu'il faut à un photon voyageant à la vitesse la plus rapide possible dans l'univers pour parcourir la distance qui nous sépare de notre plus proche voisine majeure. Et ce n'est pas tout. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, notre groupe local tout entier se déplace à travers l'espace à une vitesse vertigineuse de 2 200 000 km/h, attiré par quelque chose que nous appelons le grand attracteur. Une concentration de masse si énorme qu'elle défie notre imagination. Dans environ 4,5 milliards d'années, notre ciel nocturne va se transformer de façon spectaculaire. 2 galaxies géantes vont entrer en collision, fusionner, créer un cataclysme cosmique d'une beauté terrifiante. Et l'une de ces galaxies, c'est la nôtre. Mais peut-être, le fait le plus étonnant de tous est celui-ci. Il existe une galaxie dans notre groupe local qui est si incroyablement faible, si discrète, qu'elle n'a été découverte qu'en 2016. Elle était là depuis des milliards d'années, juste à côté de nous, cosmiquement parlant, et nous ne savions même pas qu'elle existait. Combien d'autres voisins invisibles se cachent encore dans l'obscurité de notre quartier galactique? Ces questions vous intriguent. Combien de galaxies se cachent réellement dans notre arrière-cour cosmique? Pourquoi les galaxies ont-elles tendance à se regrouper plutôt que d'être dispersées uniformément dans l'univers? Que se passe-t-il vraiment quand 2 galaxies entrent en collision? Notre groupe local est-il spécial d'une manière quelconque, ou sommes-nous simplement ordinaires dans un univers extraordinaire?
Et peut-être la question la plus vertigineuse de toutes. Où allons-nous exactement dans ce vaste cosmos? Si vous êtes prêt à avoir l'esprit soufflé, si vous êtes prêt à voir l'univers d'une façon complètement nouvelle, alors restez avec moi. Si ce type de contenu vous fascine, si vous voulez comprendre votre place dans le cosmos, alors montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification parce que nous plongeons régulièrement dans les mystères les plus profonds de l'univers. Et vous ne voulez pas manquer ce qui vient ensuite. Maintenant, avant de pouvoir vraiment apprécier notre groupe local, nous devons d'abord comprendre ce qu'est réellement une galaxie. Parce que le mot « galaxie » est souvent utilisé, mais rarement vraiment compris dans toute sa magnificence. Une galaxie n'est pas simplement une collection d'étoiles flottant dans l'espace. C'est un système gravitationnellement lié, un écosystème cosmique complet qui contient des étoiles, oui, mais aussi du gaz, de la poussière, des planètes, des lunes, des astéroïdes, des comètes, des nébuleuses, et quelque chose de bien plus mystérieux encore. Une galaxie est maintenue ensemble par la gravité, cette force invisible qui attire toute matière vers toute autre matière. Mais voici le secret que peu de gens réalisent vraiment. La gravité des étoiles seules ne serait pas suffisante pour maintenir une galaxie ensemble. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible, quelque chose de massif qui forme l'échafaudage invisible de chaque galaxie de l'univers. Nous l'appelons la matière noire, et elle constitue environ 80% de la masse de votre galaxie, de ma galaxie, de chaque galaxie que nous connaissons. Les galaxies viennent en 4 saveurs principales, 4 formes distinctes qui racontent chacune une histoire différente de formation et d'évolution. Il y a d'abord les galaxies spirales, comme notre propre Voie lactée. Imaginez un ouragan cosmique, un tourbillon géant de centaines de milliards d'étoiles, avec de majestueux bras spiraux s'étendant depuis un noyau central, lumineux. Ces bras ne sont pas des structures solides, mais plutôt des ondes de densité, des embouteillages cosmiques où les étoiles et le gaz se compriment, déclenchant la naissance de nouvelles étoiles. Les galaxies spirales sont des usines de création stellaire, constamment en train de former de nouvelles étoiles à partir de leurs vastes réserves de gaz. Ensuite viennent les galaxies elliptiques, des essaims stellaires géants qui ressemblent à des ballons de rugby cosmiques ou à des sphères aplaties. Ces galaxies sont composées principalement de vieilles étoiles rouges et jaunes, avec très peu de gaz pour former de nouvelles étoiles. Elles sont les cimetières cosmiques du monde galactique, des endroits où la création stellaire s'est en grande partie arrêtée. Mais ne vous y trompez pas, certaines galaxies elliptiques sont absolument gigantesques, contenant des billions d'étoiles, des milliers de fois plus que notre propre Voie lactée. Il y a aussi les galaxies lenticulaires, qui sont en quelque sorte des hybrides entre les spirales et les elliptiques. Elles ont un disque comme les spirales, mais sans les bras spiraux distincts, et elles ont épuisé la plupart de leur gaz. Comme les elliptiques, ce sont des galaxies en transition, peut-être d'anciennes spirales, qui ont vieilli et se sont calmées. Et enfin, il y a les galaxies irrégulières, ces rebelles cosmiques qui refusent de se conformer à une forme particulière. Elles sont souvent chaotiques, déformées, et parfois le résultat de collisions ou d'interactions gravitationnelles avec d'autres galaxies. Elles peuvent être petites et modestes, ou surprenamment actives,
avec des épisodes intenses de formation stellaire. Au cœur de presque chaque galaxie massive se cache un monstre. Un trou noir supermassif, une région de l'espace-temps où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Ces trous noirs peuvent avoir des masses équivalentes à des millions, voire des milliards de soleils, tout concentrés dans un espace plus petit que notre système solaire. Ils sont les cœurs sombres des galaxies et ils jouent un rôle crucial dans l'évolution de leurs galaxies hôtes. Maintenant que nous comprenons ce qu'est une galaxie, tournons notre attention vers notre propre demeure cosmique, la Voie lactée. C'est une galaxie spirale barrée d'environ 100 000 à 180 000 années-lumière de diamètre. Essayez de concevoir cette distance. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année, soit environ 9 500 milliards de kilomètres. Notre galaxie mesure donc plus d'1 million de milliards de kilomètres de diamètre. Si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, ce qui est physiquement impossible pour tout objet ayant une masse, il vous faudrait 100 000 ans pour traverser notre galaxie d'un bord à l'autre. Notre galaxie contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Ce nombre est si grand qu'il perd tout sens. Permettez-moi de le mettre en perspective. Si vous deviez compter une étoile par seconde sans jamais vous arrêter pour manger, aller dormir ou faire quoi que ce soit d'autre, il vous faudrait plus de 6000 ans pour compter jusqu'à 200 milliards. Et ce n'est que l'estimation basse du nombre d'étoiles dans notre galaxie. La structure de la Voie lactée est fascinante. Au centre se trouve un renflement galactique, une concentration sphérique de vieilles étoiles, qui s'étend sur environ 10 000 années-lumière. Au cœur même de ce renflement se trouve notre trou noir supermassif, appelé Sagittarius A étoile. Il a une masse d'environ 4 millions de fois celle de notre Soleil, ce qui semble énorme jusqu'à ce que vous appreniez que le trou noir au centre d'Andromède est entre 25 et 50 fois plus massif. S'étendant depuis le renflement central se trouvent les magnifiques bras spiraux de notre galaxie. Nous connaissons plusieurs bras majeurs, le bras de Persée, le bras du Cygne, le bras du Centaure écu et d'autres. Notre Soleil, et donc notre Terre, se trouve dans une structure plus petite appelée le bras d'Orion ou l'éperon d'Orion, situé entre le bras de Persée et le bras du Sagittaire. Nous sommes à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, ce qui nous place dans ce que nous pourrions appeler la banlieue de la Voie lactée. Autour du disque spiral s'étend le halo galactique, une sphère diffuse de vieilles étoiles, d'amas globulaires et d'une immense quantité de matière noire. Ce halo s'étend sur des centaines de milliers d'années-lumière et contient les vestiges de galaxies plus petites que la Voie lactée a dévorées au cours de son histoire de plusieurs milliards d'années. Et notre galaxie n'est pas seule. Elle est entourée d'un essaim de galaxies satellites, des galaxies plus petites qui orbitent autour de la Voie lactée comme des abeilles autour d'une ruche. Mais nous y reviendrons en détail très bientôt. Pourquoi les galaxies se regroupent-elles en groupes et en amas? La réponse réside dans cette force fondamentale que nous avons déjà mentionnée, la gravité. Mais ce n'est pas seulement la gravité de la matière visible. C'est la gravité de la matière noire qui a vraiment façonné la structure de l'univers. Dans les premiers instants après le Big Bang, l'univers était presque parfaitement uniforme, mais pas tout à fait. Il y avait de minuscules fluctuations de densité, des régions légèrement plus denses que d'autres.
La matière noire, dans ces régions, a commencé à s'attirer elle-même par gravité, formant progressivement des filaments et des nœuds dans ce que nous appelons maintenant la toile cosmique. Ces structures de matière noire ont agi comme des pièges gravitationnels pour la matière ordinaire, le gaz d'hydrogène et d'hélium qui remplissait l'univers primitif. Le gaz est tombé dans ces puits de potentiel gravitationnel, s'est condensé et a finalement formé les premières étoiles et galaxies. Les galaxies qui se sont formées proches les unes des autres, liées par la gravité de leur halo de matière noire combinée, sont devenues des groupes de galaxies. C'est ainsi que notre groupe local est né, il y a des milliards d'années, lorsque plusieurs proto-galaxies se sont retrouvées piégées ensemble dans une région de densité légèrement supérieure de l'univers primordial. Le concept clé, ici, est celui de système gravitationnellement lié. Les galaxies de notre groupe local ne sont pas simplement proches les unes des autres dans l'espace. Elles sont liées ensemble par la gravité. Elles ne peuvent pas s'échapper les unes des autres. Elles sont destinées à rester ensemble, à interagir et finalement à fusionner en une seule entité massive. C'est le destin inévitable de notre voisinage cosmique. Maintenant, plongeons dans le cœur de notre sujet. Qu'est-ce que le groupe local exactement? Le groupe local est défini comme le groupe de galaxies gravitationnellement liées, auquel appartient notre Voie lactée. Ce terme a été inventé par l'astronome Edwin Hubble. Dans les années 1930, le même Hubble, qui a prouvé que l'univers contenait d'autres galaxies au-delà de la nôtre et qui a découvert l'expansion de l'univers. Notre groupe local s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière de diamètre. Encore une fois, essayez de concevoir cette distance. Si notre galaxie, avec ses 100 000 années-lumière de diamètre, était réduite à la taille d'un grain de sable, notre groupe local serait de la taille d'un terrain de football. C'est l'échelle à laquelle nous opérons maintenant. Le groupe local contient plus de 80 galaxies confirmées, et ce nombre continue d'augmenter à mesure que nous découvrons de nouvelles galaxies naines, ultra faibles. La masse totale du groupe local est estimée à environ 2000 milliards de fois la masse de notre Soleil, ce qui semble astronomique jusqu'à ce que vous réalisiez que la grande majorité de cette masse, environ 80%, est de la matière noire invisible. Ce qui est frappant, c'est que, malgré la présence de plus de 80 galaxies, 3 d'entre elles dominent complètement la masse visible du groupe local. La Voie lactée, la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle. Ces 3 géantes contiennent plus de 90% de toutes les étoiles visibles de notre voisinage cosmique. Les autres galaxies sont principalement des naines, des galaxies beaucoup plus petites et moins lumineuses. Le groupe local n'est pas une structure homogène. Il est organisé en 2 sous-groupes principaux qui orbitent autour d'un centre de masse commun. Le sous-groupe de la Voie lactée contient notre galaxie et ses satellites. Le sous-groupe d'Andromède contient Andromède et ses propres satellites. La galaxie du Triangle se trouve quelque part entre les deux. Et les astronomes débattent encore pour savoir si elle est indépendante ou si elle est un satellite d'Andromède. Les 2 sous-groupes se rapprochent l'un de l'autre. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait astronomique mesuré. Andromède se rapproche de nous à environ 110 km par seconde, soit près de 400 000 km par heure. Dans quelques milliards d'années, les 2 sous-groupes entreront en collision et fusionneront.
Mais n'anticipons pas trop. Un concept important à comprendre est celui du cannibalisme galactique. Dans le monde des galaxies, les gros mangent les petits. Notre Voie lactée n'est pas une galaxie paisible et solitaire. C'est un prédateur cosmique qui a dévoré de nombreuses galaxies plus petites au cours de son histoire et qui continue de le faire aujourd'hui. Les preuves de ces repas passés sont écrites dans les étoiles, littéralement. Des courants d'étoiles, des rubans d'étoiles qui partagent des orbites et des compositions chimiques similaires, témoignent de galaxies qui ont été déchirées et digérées par notre galaxie. Maintenant, explorons en détail le sous-groupe de la Voie lactée, notre famille immédiate dans le cosmos. Commençons par les deux compagnons les plus célèbres de notre galaxie, les nuages de Magellan. Le grand nuage de Magellan est l'une des galaxies les plus spectaculaires de notre voisinage immédiat. Située à environ 160 000 années-lumière de nous, c'est la troisième galaxie la plus proche de la Voie lactée, après les galaxies naines du Sagittaire et du Grand Chien. Le grand nuage de Magellan s'étend sur environ 14 000 années-lumière. À ce qui en fait une galaxie de taille respectable, environ un septième du diamètre de notre propre galaxie. Le grand nuage de Magellan contient environ 30 milliards d'étoiles. C'est moins que la Voie lactée, certes, mais c'est tout de même un nombre stupéfiant. Autrefois, les astronomes pensaient que c'était une galaxie spirale barrée, mais les interactions gravitationnelles avec la Voie lactée et le petit nuage de Magellan l'ont déformée, lui donnant une apparence irrégulière. Depuis l'hémisphère sud de la Terre, le grand nuage de Magellan est visible à l'œil nu comme une tache floue dans le ciel, presque comme un morceau détaché de la Voie lactée. Il a été nommé d'après l'explorateur Ferdinand Magellan, dont l'équipage l'a observé lors de la première circumnavigation du globe en 1519. Bien sûr, les peuples de l'hémisphère sud le connaissaient depuis des millénaires avant l'arrivée des Européens. L'une des caractéristiques les plus remarquables du grand nuage de Magellan est la nébuleuse de la Tarentule, également connue sous le nom de Trente Doradus. C'est la région de formation d'étoiles la plus active et la plus lumineuse de tout le groupe local. Si la nébuleuse de la Tarentule était à la même distance de nous que la nébuleuse d'Orion, elle serait suffisamment brillante pour projeter des ombres sur Terre. Elle contient des étoiles parmi les plus massives et les plus chaudes connues, des monstres stellaires qui vivent vite et meurent jeunes dans des explosions de supernovas spectaculaires. Ce qui est fascinant, c'est que le grand nuage de Magellan a ses propres satellites, des galaxies encore plus petites qui orbitent autour de lui. Et oui, notre satellite a ses propres satellites. C'est comme si vous découvriez que la Lune avait ses propres petites lunes qui orbitent autour d'elle. Le destin du grand nuage de Magellan est scellé. Il est en train d'être lentement attiré vers la Voie lactée et sera éventuellement absorbé par notre galaxie. Des études récentes suggèrent que cette collision pourrait se produire dans environ 2,4 milliards d'années, bien avant la collision avec Andromède. Et voici une révélation qui a surpris les astronomes. Des mesures récentes ont montré que le grand nuage de Magellan est beaucoup plus massif qu'on ne le pensait auparavant. Cette masse supplémentaire va affecter le cours de la collision et pourrait même perturber le disque de la Voie lactée de façon significative. Le petit nuage de Magellan est le compagnon du grand nuage, situé à environ 200 000 années-lumière de nous. Il est beaucoup plus petit
seulement environ 7000 années-lumière de diamètre et contient environ 3 milliards d'étoiles. C'est une galaxie naine irrégulière, probablement déformée par les interactions gravitationnelles avec le grand nuage et la Voie lactée. Entre le grand et le petit nuage de Magellan s'étend le pont magellanique, un courant de gaz et d'étoiles qui connecte les deux galaxies. Ce pont est la preuve d'interactions gravitationnelles passées entre les deux nuages, des rencontres rapprochées qui ont arraché du gaz et des étoiles à chacun d'eux. Il y a aussi le courant magellanique, une traînée de gaz qui s'étend sur plus de 100 degrés à travers le ciel, émanant des nuages de Magellan. Et ce courant ne contient presque pas d'étoiles, seulement de l'hydrogène gazeux, et il témoigne du gaz arraché aux nuages par les forces de marée de la Voie lactée, alors qu'ils orbitent autour de notre galaxie. Le petit nuage de Magellan a une importance historique particulière dans l'histoire de l'astronomie. C'est là que Henrietta Leavitt a découvert la relation période-luminosité des étoiles céphéides au début du XXe siècle. Cette découverte a révolutionné l'astronomie en fournissant une méthode pour mesurer les distances dans l'univers, une méthode qui a permis à Edwin Hubble de prouver que les nébuleuses spirales étaient en fait d'autres galaxies et de découvrir l'expansion de l'univers. Au-delà des nuages de Magellan, la Voie lactée est entourée d'un essaim de galaxies naines, sphéroïdales, et que ces galaxies sont les objets les plus courants dans l'univers, mais elles sont aussi les plus difficiles à détecter en raison de leur faible luminosité. Ce sont des systèmes relativement petits, dominés par de vieilles étoiles, avec très peu de gaz pour former de nouvelles étoiles. L'une des plus remarquables est la galaxie naine elliptique du Sagittaire, souvent abrégée en SAGDUG pour Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy. Ne la confondez pas avec la galaxie naine irrégulière du Sagittaire, c'est une galaxie complètement différente. La SAGDUG est la galaxie connue la plus proche de la Voie lactée, à seulement environ 70 000 années-lumière de distance. Elle se trouve actuellement de l'autre côté du centre galactique par rapport à nous. Ce qui la rend difficile à observer à travers les milliards d'étoiles et les nuages de poussière qui se trouvent sur le chemin. Ce qui rend la SAGDUG particulièrement fascinante, c'est qu'elle est en train d'être déchirée en ce moment même. Elle a déjà traversé le disque de la Voie lactée plusieurs fois au cours des derniers milliards d'années, et à chaque passage, elle a perdu des étoiles qui ont été arrachées par les forces de marée de notre galaxie. Ces étoiles perdues forment maintenant le courant du Sagittaire, un ruban d'étoiles qui s'enroule autour de la Voie lactée comme un ruban autour d'un cadeau. En étudiant ce courant, les astronomes peuvent reconstruire l'histoire orbitale de la SAGDUG et comprendre comment la Voie lactée a cannibalisé cette galaxie au fil du temps. Et la galaxie naine de la Petite Ourse se trouve à environ 200 000 années-lumière de nous. Elle est extrêmement faible, avec une luminosité totale équivalente à seulement quelques centaines de milliers de soleils. Pourtant, elle s'étend sur plusieurs milliers d'années-lumière, ce qui signifie qu'elle est incroyablement diffuse. Les étoiles y sont si espacées que si vous vous trouviez sur une planète dans cette galaxie, vous pourriez ne même pas réaliser que vous êtes dans une galaxie, le ciel nocturne serait presque vide. La galaxie naine du Dragon est une autre résidente de notre voisinage immédiat, située à environ 280 000 années-lumière. Elle est importante pour les astronomes parce qu'elle est l'un des systèmes les plus dominés par la matière noire que nous connaissions. Le rapport entre la matière noire et la matière visible
y est extraordinairement élevé, ce qui en fait un laboratoire idéal pour étudier les propriétés de cette substance mystérieuse. D'autres galaxies naines sphéroïdales, satellites de la Voie lactée, incluent la naine de la Carène, la naine du Sextant, la naine du Sculpteur et la naine du Fourneau. Chacune a ses propres caractéristiques uniques. La naine du Fourneau, par exemple, possède ses propres amas globulaires, des collections sphériques denses de centaines de milliers d'étoiles liées par gravité. C'est remarquable pour une galaxie aussi petite d'avoir de tels amas. Et cela suggère qu'elle était autrefois plus massive avant d'être partiellement dévorée par la Voie lactée. Les galaxies Léo 1 et Léo 2 sont des naines sphéroïdales situées dans la constellation du Lion. Léo 1 se trouve à environ 820 000 années-lumière, ce qui en fait l'une des satellites les plus éloignés de la Voie lactée. Elle se déplace à une vitesse si élevée que les astronomes ont longtemps débattu pour savoir si elle était vraiment liée gravitationnellement à notre galaxie ou si elle était de passage. Mais les découvertes les plus excitantes de ces dernières années concernent les galaxies naines ultra faibles. Ces systèmes sont si incroyablement faibles qu'ils n'ont été découverts que grâce aux relevés astronomiques modernes à grande échelle, comme le Sloan Digital Sky Survey, et plus récemment grâce aux données du satellite Gaia. Cygnus 1 est l'une des galaxies les plus extraordinaires jamais découvertes. Elle ne contient qu'environ 1000 étoiles. 1000 étoiles. Oh, c'est moins que certains amas ouverts dans notre propre galaxie. Pourtant, c'est une galaxie à part entière, avec son propre halo de matière noire. Et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Cygnus 1 est composé à 99,97% de matière noire. La matière visible, les étoiles, ne représente qu'une fraction infinitésimale de sa masse totale. C'est essentiellement une goutte de matière noire avec quelques étoiles saupoudrées dedans. Cygnus 2 est presque aussi extrême, l'une des galaxies les moins lumineuses connues dans l'univers. Willman 1, Boötes 1, 2 et 3, Berenices, Canes Venatici 1 et 2, toutes ces galaxies ultra faibles ont été découvertes au cours des 2 dernières décennies, et il y en a probablement beaucoup d'autres qui attendent d'être trouvées. Pourquoi ces galaxies minuscules et presque invisibles sont-elles si importantes? Parce qu'elles sont des reliques presque intactes de l'univers primitif. Elles sont si petites et si peu massives qu'elles n'ont jamais eu d'épisode significatif de formation stellaire. Leurs étoiles sont parmi les plus anciennes de l'univers, formées dans les premiers milliards d'années après le Big Bang. En les étudiant, nous pouvons remonter le temps et comprendre les conditions qui prévalaient dans l'univers jeune. Et leur domination extrême par la matière noire en fait des cibles idéales pour les expériences visant à détecter ou à caractériser cette substance énigmatique. La recherche de nouvelles galaxies naines ultra faibles continue. Le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne cartographie avec une précision sans précédent les positions et les mouvements d'environ 2 milliards d'étoiles dans notre galaxie et au-delà. Ces données révèlent des regroupements subtils d'étoiles qui pourraient être des galaxies satellites jusqu'alors inconnues. L'observatoire Vera-Rubin, anciennement connu sous le nom de LSST, promet de révolutionner encore davantage ce domaine en scrutant le ciel à la recherche des objets les plus faibles. Combien de voisins cosmiques attendent encore d'être découverts dans notre arrière-cour galactique? La réponse pourrait nous surprendre. Tournons maintenant
notre attention vers l'autre côté de notre voisinage cosmique, le sous-groupe d'Andromède. Si la Voie lactée est notre maison, Andromède est la grande maison de l'autre côté de la rue, plus grande, plus impressionnante. Et constamment là, nous regardons de loin. La galaxie d'Andromède, également connue sous sa désignation du catalogue de Messier M31, est la reine de notre groupe local. Elle se trouve à environ 2 537 000 années-lumière de nous. Cette distance est si grande que la lumière qui atteint vos yeux ce soir a quitté Andromède à une époque où nos ancêtres, Homo habilis, commençaient à peine à utiliser des outils de pierre. 2,5 millions d'années de voyage à la vitesse de la lumière. Et ce n'est que notre plus proche voisine majeure. Andromède est massive. Elle s'étend sur environ 220 000 années-lumière de diamètre, ce qui la rend significativement plus grande que notre Voie lactée. Elle contient environ 1000 milliards d'étoiles, soit plusieurs fois plus que notre propre galaxie. Pendant longtemps, les astronomes ont pensé qu'Andromède était aussi beaucoup plus massive que la Voie lactée, mais des études récentes, utilisant les données du satellite Gaïa, ont suggéré que les deux galaxies pourraient être plus similaires en masse qu'on ne le pensait, une fois qu'on inclut la matière noire. La question de savoir laquelle est la plus massive reste un sujet de recherche active. L'histoire de la découverte d'Andromède est fascinante. La première mention écrite connue de cette galaxie remonte à l'an 964, lorsque l'astronome persan Abd al-Rahman al-Soufi l'a décrite comme un petit nuage dans son livre des étoiles fixes. Mais à cette époque, personne ne savait ce que c'était réellement. Pendant des siècles, on a pensé que c'était une nébuleuse, et un nuage de gaz au sein de notre propre galaxie. Ce n'est qu'en 1924 qu'Edwin Hubble a définitivement prouvé qu'Andromède était une galaxie à part entière, un univers-île séparé de notre Voie lactée. Il l'a fait en identifiant des étoiles variables céphéides dans Andromède et en utilisant la relation période-luminosité découverte par Henrietta Leavitt pour calculer la distance. Le résultat a été stupéfiant. Andromède était à des centaines de milliers, voire des millions d'années-lumière, bien au-delà des limites de notre propre galaxie. En un instant, l'univers est devenu infiniment plus grand. Andromède est visible à l'œil nu depuis un site d'observation sombre, apparaissant comme une tache floue allongée dans la constellation d'Andromède. C'est l'objet le plus éloigné que la plupart des humains peuvent voir, sans aide optique. Quand vous regardez Andromède, vous regardez dans le passé profond, voyant la galaxie telle qu'elle était il y a plus de 2 millions d'années. La structure d'Andromède est celle d'une classique galaxie spirale, bien qu'elle soit inclinée d'environ 77 degrés par rapport à notre ligne de visée, ce qui nous donne une vue presque de face. Elle possède un noyau central brillant, un renflement sphérique de vieilles étoiles et de majestueux bras spiraux parsemés de régions de formation stellaire, de nébuleuses brillantes et d'amas d'étoiles jeunes. Mais le noyau d'Andromède cache un mystère. Contrairement à la plupart des galaxies qui ont un seul noyau central, Andromède semble en avoir deux. Des observations détaillées ont révélé deux concentrations distinctes de lumière au centre de la galaxie. Ce double noyau pourrait être le résultat d'un disque d'étoiles excentriques autour du trou noir central, ou peut-être les restes d'une galaxie plus petite qu'Andromède à dévorer et dont le noyau n'a pas encore été complètement fusionné. Et parlant de trou noir central,
Celui d'Andromède est un véritable monstre. Les estimations de sa masse varient entre 100 millions et 230 millions de masses solaires, ce qui le rend entre 25 et 50 fois plus massif que le trou noir au centre de notre propre galaxie. C'est l'un des trous noirs supermassifs les plus massifs connus dans notre voisinage cosmique. Le taux de formation stellaire dans Andromède est actuellement plus faible que dans la Voie lactée. Notre galaxie forme des étoiles à un rythme d'environ 3 masses solaires par an. Non, tandis qu'Andromède en forme moins d'une masse solaire par an. Cela pourrait signifier qu'Andromède est dans une phase plus calme de son évolution, ou que quelque chose a perturbé son approvisionnement en gaz nécessaire à la formation stellaire. Comme la Voie lactée, Andromède est entourée d'un cortège de galaxies satellites. En fait, Andromède possède encore plus de satellites connus que notre propre galaxie, ce qui n'est peut-être pas surprenant étant donné sa plus grande taille. Les 2 satellites les plus célèbres d'Andromède sont M32 et M110, également connus sous le nom de NGC 205. Ces 2 galaxies sont visibles dans de petits télescopes d'amateurs aux côtés de leur galaxie mère. M32 est une galaxie elliptique compacte située à environ 2 490 000 années-lumière de nous. Et elle est remarquablement dense pour sa taille, beaucoup plus compacte que les autres galaxies elliptiques naines. Les astronomes pensent que M32 pourrait être le noyau résiduel d'une galaxie autrefois beaucoup plus grande, qui a été dépouillée de ses étoiles extérieures par les forces de marée d'Andromède. En d'autres termes, Andromède a commencé à dévorer M32, et ce que nous voyons maintenant n'est que le noyau dense qui résiste encore. M110, ou NGC 205, est une galaxie elliptique naine plus diffuse, située à environ 2 690 000 années-lumière. Contrairement à la plupart des galaxies elliptiques, M110 montre des signes de formation stellaire récente et contient de la poussière et des nuages de gaz. Cela suggère qu'elle a peut-être acquis du gaz récemment, ou peut-être à partir d'une interaction avec Andromède ou une autre galaxie. NGC 147 et NGC 185 sont une paire de galaxies naines elliptiques qui semblent orbiter non seulement autour d'Andromède, mais aussi l'une autour de l'autre. Ce duo cosmique se trouve à environ 2 400 000 et 2 500 000 années-lumière de nous, respectivement. Elle démontre que même les satellites peuvent avoir leur propre compagnon gravitationnel. Et puis, il y a le reste, les galaxies naines, sphéroïdales, d'Andromède, numérotées d'Andromède 1 à Andromède 33 et au-delà. Oui, il y a plus de 33 galaxies naines satellites connues autour d'Andromède et le nombre continue d'augmenter. Chacune est un monde à part entière, avec ses propres milliards d'étoiles, son propre halo de matière noire et sa propre histoire de milliards d'années. Un mystère intrigant concerne la distribution de ces satellites autour d'Andromède. Au lieu d'être dispersés uniformément dans toutes les directions, beaucoup d'entre eux semblent être alignés dans un plan, formant ce qu'on appelle le plan des satellites d'Andromède. Un alignement similaire a été observé autour de la Voie lactée et d'autres galaxies. Ce n'est pas ce que prédisent les modèles standards de formation des galaxies. Et cela reste un sujet de recherche et de débat actif parmi les astronomes. La troisième grande galaxie de notre groupe local est la galaxie du Triangle, également connue sous le nom de M33.
Elle se trouve à environ 2 730 000 années-lumière de nous, ce qui la place légèrement plus loin qu'Andromède. Ah, elle est considérablement plus petite que ses deux grandes sœurs, avec un diamètre d'environ 60 000 années-lumière et une population d'environ 40 milliards d'étoiles. M33 est une galaxie spirale magnifique, vue presque de face depuis la Terre, ce qui nous offre une vue spectaculaire de sa structure. Elle a des bras spiraux, ouverts et bien définis, parsemés de régions de formation stellaire brillantes. Contrairement à la Voie lactée et à Andromède, le triangle n'a pas de renflement central proéminent ni de barre centrale, ce qui en fait une spirale pure de type SA. La relation entre le triangle et Andromède est intéressante. Les deux galaxies sont connectées par un pont d'hydrogène gazeux, suggérant qu'elles ont peut-être eu une interaction gravitationnelle dans le passé. Donc certains astronomes pensent que le triangle pourrait être un satellite d'Andromède, actuellement en orbite autour de la galaxie plus grande. D'autres pensent qu'il est indépendant et simplement proche d'Andromède, par coïncidence. Le débat continue. L'une des caractéristiques les plus remarquables de M33 est NGC 604, une gigantesque région H2, une nébuleuse où des étoiles se forment activement. NGC 604 est l'une des plus grandes régions de formation stellaire connues dans le groupe local, environ 100 fois la taille de la nébuleuse d'Orion. Elle contient plus de 200 étoiles jeunes et massives, certaines parmi les plus chaudes et les plus lumineuses de notre voisinage galactique. Le triangle a-t-il ses propres satellites? Pendant longtemps, on pensait qu'il était trop petit pour avoir des compagnons. Mais en 2019, des astronomes ont annoncé la découverte de Pisces 7, également appelée Triangulum 3, une galaxie naine ultra faible qui pourrait être un satellite du triangle. Si c'est confirmé, cela montrerait que même les galaxies de taille moyenne dans notre groupe local peuvent avoir leur propre système de satellites. Une question fascinante concerne le destin du triangle dans la collision à venir entre la Voie lactée et Andromède. Sera-t-il absorbé par l'une des deux grandes galaxies avant la collision? Sera-t-il éjecté du système par les perturbations gravitationnelles? Ou participera-t-il à la fusion cosmique finale, ajoutant ces milliards d'étoiles au mélange chaotique? Les simulations informatiques suggèrent différents scénarios et la vérité ne sera connue que dans des milliards d'années. Au-delà des trois géantes et de leurs satellites, il y a les membres extérieurs du groupe local, les galaxies isolées qui flottent à la périphérie de notre voisinage cosmique. Cédix est une galaxie naine irrégulière située à environ 2 300 000 années-lumière dans la direction de la constellation de Cassiopée. Elle est difficile à observer car elle se trouve près du plan de la Voie lactée où les étoiles et la poussière de notre propre galaxie obscurcissent notre vue. Malgré cela, IC10 est une galaxie fascinante. C'est une galaxie à sursaut de formation stellaire, produisant de nouvelles étoiles à un rythme frénétique pour sa taille. Elle abonde en étoiles de Wolf-Rayet, des étoiles massives et chaudes qui sont au bord de l'explosion en supernova. IC10 est comme une poudrière cosmique, prête à illuminer l'espace avec une série de feux d'artifice stellaires. NGC 6822, également connue sous le nom de galaxie de Barnard, en l'honneur de l'astronome E.E. Barnard, qu'il a découverte en 1884, est une galaxie naine irrégulière barrée située à environ
1 600 000 années-lumière. Elle ressemble au nuage de Magellan en termes de structure et de propriété, et elle a été l'une des premières galaxies au-delà du système magellanique à avoir sa distance mesurée avec précision. D'autres galaxies naines isolées parsèment les marges de notre groupe local. IC 1613 est une galaxie naine irrégulière avec une métallicité extrêmement faible, ce qui signifie qu'elle contient très peu d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Cela suggère qu'elle a eu très peu d'épisodes de formation stellaire au cours de son histoire, en conservant une composition chimique proche de celle de l'univers primitif. La naine du Phénix est un objet intéressant, un type de transition entre une galaxie irrégulière et une galaxie sphéroïdale. Léo A est presque pur hydrogène, avec très peu de formation stellaire. La naine du Verseau, également connue sous le nom de DDO 210, la naine irrégulière du Sagittaire, différente de la SAC DEG elliptique que nous avons mentionnée plus tôt. La naine de Pégase, ou DDO 216, et Wolf-Lundmark-Melotte, ou WLM, sont toutes des résidentes de notre voisinage cosmique étendu. WLM est particulièrement intéressante car elle se trouve à la limite même du groupe local, à environ 3 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Elle est si isolée qu'elle n'a probablement jamais eu d'interaction significative avec une autre galaxie au cours de toute son histoire. C'est un fossile cosmique, un témoin intact des conditions qui prévalaient quand notre groupe local était jeune. La naine de Tucana détient le titre de membre le plus isolé du groupe local, situé loin des deux sous-groupes principaux, flottant seul dans l'immensité de l'espace intergalactique. Comment une galaxie aussi petite et isolée a-t-elle survécu pendant des milliards d'années sans être absorbée par une galaxie plus grande? C'est une question qui fascine les astronomes. Aux frontières de notre groupe local, les choses deviennent floues. NGC 3109 et ses compagnons, la naine d'Antlia, Sextans A et Sextans B, sont des galaxies qui se trouvent à la limite de ce qui peut être considéré comme gravitationnellement lié à notre groupe. Certaines d'entre elles pourraient être en train de tomber vers notre groupe local pour la première fois. D'autres pourraient simplement être de passage et d'autres encore pourraient être en train de s'échapper. Déterminer si une galaxie est vraiment membre du groupe local nécessite des mesures précises de sa distance et de sa vitesse, et même alors, les limites restent floues. Maintenant que nous avons fait le tour de notre voisinage cosmique, plongeons dans la physique qui fait fonctionner tout cela. Pourquoi les galaxies restent-elles ensemble dans des groupes? Pourquoi orbitent-elles les unes autour des autres? Et quelles forces détermineront l'avenir de notre groupe local? Tout commence avec la gravité. Est cette force fondamentale qui attire toute matière vers toute autre matière. La loi de la gravitation universelle de Newton nous dit que la force gravitationnelle entre deux objets est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Plus les objets sont massifs et plus ils sont proches, plus la force gravitationnelle est forte. À l'échelle des galaxies et des groupes de galaxies, la gravité est la force dominante. Les forces électromagnétiques qui gouvernent la chimie et la vie quotidienne sont négligeables à ces échelles, et les forces nucléaires, fortes et faibles, n'ont d'effet qu'à l'intérieur des noyaux atomiques. Seule la gravité compte vraiment quand on parle de structure de millions d'années-lumière. Un système est dit gravitationnellement lié quand la somme
de l'énergie cinétique de ces composants et de leur énergie potentielle gravitationnelle est négative. En termes plus simples, cela signifie que les galaxies d'un groupe ne se déplacent pas assez vite pour échapper à l'attraction gravitationnelle mutuelle. Elles sont piégées ensemble, destinées à orbiter autour de leur centre de masse commun et éventuellement à se rapprocher. Notre groupe local est un système gravitationnellement lié. La Voie lactée ne peut pas s'échapper d'Andromède, et Andromède ne peut pas s'échapper de la Voie lactée. Les dizaines de galaxies naines qui les entourent sont également piégées. Même si l'univers s'expand et que les galaxies distantes s'éloignent de nous à des vitesses croissantes, les galaxies de notre groupe local resteront ensemble, liées par la gravité. Mais voici le paradoxe. Si vous calculez la masse nécessaire pour maintenir notre groupe local ensemble, en utilisant uniquement les étoiles visibles, vous n'en avez pas assez. Les galaxies se déplacent trop vite pour être retenues par la gravité de la matière visible seule. Elles devraient s'enfuir dans l'immensité de l'espace. Mais elles ne le font pas. Quelque chose d'autre les retient. C'est là qu'intervient la matière noire. Ce terme désigne une forme de matière qui n'émet pas de lumière, n'absorbe pas de lumière et n'interagit avec la lumière d'aucune façon. Elle n'interagit qu'à travers la gravité. Nous ne pouvons pas la voir directement, mais nous pouvons détecter ses effets gravitationnels sur la matière visible. Les preuves de l'existence de la matière noire sont nombreuses et variées. Dans les années 1930, l'astronome Fritz Zwicky a remarqué que les galaxies dans l'amas de Coma se déplaçaient beaucoup plus vite qu'elles ne le devraient si la seule masse présente était celle des étoiles visibles. Il a postulé l'existence d'une matière invisible qu'il a appelée matière sombre. Dans les années 1970, Vera Rubin et Ken Ford ont étudié les courbes de rotation des galaxies spirales, la façon dont la vitesse de rotation change avec la distance au centre. Selon les lois de Kepler, les étoiles dans les régions extérieures d'une galaxie devraient orbiter plus lentement que celles près du centre, tout comme les planètes extérieures de notre système solaire orbitent plus lentement que les planètes intérieures, mais ce n'est pas ce qu'ils ont observé. Les étoiles dans les régions extérieures des galaxies orbitent presque aussi vite que celles près du centre. La seule façon d'expliquer cela est de supposer qu'il y a beaucoup plus de masse dans les régions extérieures que ce que nous pouvons voir. Un halo de matière noire qui s'étend bien au-delà du disque visible d'étoiles. Les lentilles gravitationnelles fournissent une autre preuve. La relativité générale d'Einstein nous dit que la masse courbe l'espace-temps et que la lumière voyage le long de chemins courbés à travers cet espace-temps déformé. Les amas massifs de galaxies agissent comme des lentilles cosmiques, déformant et amplifiant la lumière des galaxies lointaines derrière eux. En étudiant ces distorsions, nous pouvons cartographier la distribution de masse dans les amas. Et cette distribution montre clairement qu'il y a beaucoup plus de masse que ce que nous pouvons voir sous forme d'étoiles et de gaz. Dans notre groupe local, environ 80% de la masse totale est de la matière noire. Chaque galaxie baigne dans un halo de matière noire beaucoup plus étendu que son disque ou sphère d'étoiles visibles. Ces halos se chevauchent et interagissent, créant le tissu gravitationnel qui maintient notre groupe local ensemble. Les galaxies naines sont particulièrement dominées par la matière noire. Nous avons mentionné Cygé 1, qui est composé à 99% de matière noire.
Même les galaxies naines moins extrêmes ont des ratios matière noire sur matière visible de 10 à 1 ou plus. Cela en fait des laboratoires idéaux pour étudier les propriétés de la matière noire. Mais qu'est-ce que la matière noire exactement? Nous ne le savons pas encore avec certitude. Les candidats les plus populaires sont des particules subatomiques qui n'ont pas encore été détectées directement, des WIMPs, Weakly Interacting Massive Particle, ou des actions. Des expériences dans le monde entier tentent de détecter ces particules, mais jusqu'à présent sans succès confirmé. La nature de la matière noire reste l'un des plus grands mystères de la physique moderne. Comprendre la dynamique de notre groupe local nécessite de connaître non seulement où se trouvent les galaxies, mais aussi comment elles se déplacent. Les vitesses radiales, la composante du mouvement le long de notre ligne de visée, peuvent être mesurées grâce à l'effet Doppler. Quand une galaxie se rapproche de nous, sa lumière est légèrement décalée vers le bleu, et quand elle s'éloigne, sa lumière est décalée vers le rouge. Ces décalages permettent de mesurer les vitesses avec une grande précision. Les mouvements propres, les composantes du mouvement perpendiculaire à notre ligne de visée sont beaucoup plus difficiles à mesurer. Une galaxie peut se déplacer à des centaines de kilomètres par seconde à travers notre champ de vision, mais à des millions d'années-lumière de distance, ce mouvement apparaît extrêmement lent vu depuis la Terre. Il a fallu des décennies d'observation avec des télescopes de plus en plus précis, culminant avec la mission Gaïa de l'ESA, pour mesurer les mouvements propres de galaxies proches comme les nuages de Magellan et même Andromède. Ces mesures ont révélé que notre groupe local est un balai cosmique complexe et des galaxies naines orbitent autour de leurs hôtes massifs, parfois sur des orbites quasi circulaires, parfois sur des trajectoires allongées qui les amènent près du centre galactique, puis loin dans le halo. Les grandes galaxies elles-mêmes se rapprochent ou s'éloignent les unes des autres, dans une danse gravitationnelle qui durera des milliards d'années. Le centre de masse du groupe local, le point autour duquel tout le système tourne, se trouve quelque part entre la Voie lactée et Andromède, plus proche d'Andromède en raison de sa masse légèrement supérieure. Tout dans notre groupe local orbite autour de ce point invisible, comme les planètes orbitent autour du Soleil, ou les étoiles autour du centre de la Voie lactée. Les forces de marée jouent également un rôle crucial dans la dynamique de notre groupe local. Et tout comme la Lune crée des marées sur Terre en tirant plus fort sur le côté proche de notre planète que sur le côté éloigné, les grandes galaxies exercent des forces de marée sur leurs satellites. Ces forces peuvent étirer et déformer les petites galaxies, arrachant des étoiles qui forment des courants ou des coquilles autour de la galaxie hôte. La destruction de la galaxie naine du Sagittaire que nous avons décrite plus tôt est un exemple parfait de ce processus de marée en action. La friction dynamique est un autre phénomène important. Quand une galaxie satellite traverse le halo de matière noire de son hôte, elle interagit gravitationnellement avec les particules de matière noire, créant un sillage de densité derrière elle. Ce sillage tire sur la galaxie satellite, la ralentissant progressivement et causant son orbite à se rétrécir. Au fil des milliards d'années, la friction dynamique fait spiraler les satellites vers le centre de leur galaxie hôte, où ils seront finalement absorbés. Des simulations informatiques sophistiquées sont utilisées pour modéliser l'évolution passée et future de notre groupe local. Ces simulations suivent les mouvements de millions ou de milliards de particules représentant les étoiles et la matière noire, calculant leurs interactions gravitationnelles mutuelles sur des périodes de milliards d'années.
Les résultats de ces simulations nous permettent de comprendre comment notre groupe local s'est formé, comment il a évolué et ce qui l'attend dans le futur. Et justement, parlons de ce futur. Parce que notre groupe local n'est pas statique, il change, évolue et des événements cataclysmiques nous attendent. Et les plus spectaculaires de ces événements sont les collisions et fusions de galaxies. L'idée de galaxies entrant en collision peut sembler terrifiante, mais il est important de comprendre ce que cela signifie réellement. Quand les astronomes parlent de collisions galactiques, ils ne parlent pas de milliards de soleils s'écrasant les uns contre les autres. Les galaxies sont principalement composées d'espaces vides. Les étoiles sont séparées par des distances si énormes que même quand deux galaxies se traversent mutuellement, les collisions stellaires directes sont extrêmement rares. Ce qui se produit lors d'une collision galactique est plus subtil, mais tout aussi spectaculaire. Les forces gravitationnelles des deux galaxies interagissant perturbent les orbites des étoiles, et si des étoiles sont arrachées à leur galaxie d'origine et projetées dans l'espace intergalactique. D'immenses queues de marée se forment, des bras d'étoiles et de gaz s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière. Le gaz des deux galaxies entre en collision, se comprime et déclenche d'intenses épisodes de formation stellaire, des sursauts qui illuminent le cosmos avec des milliards de nouvelles étoiles. Notre Voie lactée porte les cicatrices de nombreuses collisions passées. Les astronomes ont identifié des courants stellaires dans le halo de notre galaxie, des rubans d'étoiles partageant des compositions chimiques et des mouvements similaires. Ces courants sont les fantômes de galaxies passées, des systèmes qui ont été dévorés par la Voie lactée et dont les étoiles errent maintenant à travers notre halo. Le courant du Sagittaire, que nous avons déjà mentionné, est le plus spectaculaire de ces courants. Il s'enroule autour de notre galaxie comme un ruban autour d'un cadeau tracé par les étoiles, arrachées à la galaxie naine du Sagittaire au cours de ses multiples passages à travers le disque de la Voie lactée. Le courant de Helmy est la trace d'une autre fusion ancienne, les restes d'une galaxie naine qui a été absorbée il y a environ 5 à 8 milliards d'années. Et puis, il y a la saucisse de Gaïa, également appelée Gaïa Encelade, les vestiges d'une collision majeure qui a eu lieu il y a environ 10 milliards d'années. Cette galaxie était comparable en taille au grand nuage de Magellan, et sa collision avec la proto-Voie lactée a été un événement formateur dans l'histoire de notre galaxie. Et les étoiles de Gaïa Encelade se déplacent sur des orbites très allongées, plongeant vers le centre de la galaxie, puis s'éloignant vers le halo, un comportement très différent des étoiles nées dans le disque de la Voie lactée. De nombreux amas globulaires de notre galaxie, ces sphères denses de centaines de milliers de vieilles étoiles, sont probablement des restes de galaxies cannibalisées, les noyaux denses qui ont survécu alors que le reste de la galaxie était dispersé. Même le disque épais de notre galaxie, une composante structurelle distincte du disque mince où se trouve notre Soleil, pourrait être le résultat d'une collision ancienne. L'impact d'une galaxie passante a peut-être chauffé et épaissi le disque proto-galactique créant la structure que nous observons aujourd'hui. La mission Gaïa a révolutionné notre compréhension de l'histoire de cannibalisme de notre galaxie. En mesurant avec une précision exquise les positions et les mouvements de près de 2 milliards d'étoiles, Gaïa a permis aux astronomes d'identifier des groupes d'étoiles partageant une origine commune, des fossiles de galaxies depuis longtemps digérés. Mais le passé n'est que le prélude. L'événement le plus spectaculaire de l'histoire future
de notre groupe local est encore à venir. La collision entre la Voie lactée et Andromède. Andromède se rapproche de nous. Ce n'est pas une spéculation ou une théorie. C'est un fait astronomique mesuré avec précision. En mesurant le décalage vers le bleu de la lumière d'Andromède, nous savons qu'elle se rapproche à environ 110 km par seconde, soit près de 400 000 km par heure. À cette vitesse, vous pourriez faire le tour de la Terre en 6 minutes. Et pourtant, malgré cette vitesse vertigineuse, il faudra environ 4,5 milliards d'années pour que les deux galaxies entrent en collision. C'est ainsi que sont vastes les distances dans l'espace. Les simulations informatiques nous permettent de visualiser ce qui se passera. Dans environ 2 milliards d'années, Andromède apparaîtra notablement plus grande dans notre ciel nocturne. Dans 3 milliards d'années, elle dominera le ciel, une spirale géante s'étirant d'horizon à horizon. Et puis, dans environ 4,5 milliards d'années, le premier contact. La collision elle-même ne sera pas un événement unique, mais un processus qui s'étalera sur des milliards d'années. Lors du premier passage rapproché, les forces gravitationnelles déformeront les deux galaxies. Des queues de marée géantes se formeront, projetant des étoiles et du gaz dans l'espace intergalactique. Le gaz des deux galaxies se comprimera, déclenchant un sursaut spectaculaire de formation stellaire. Notre ciel nocturne s'illuminera de milliards de nouvelles étoiles, des pouponnières stellaires s'allumant partout. Après le premier passage, les deux galaxies s'éloigneront l'une de l'autre, mais pas assez pour s'échapper. La gravité les ramènera et elles se rapprocheront à nouveau. Cette danse cosmique se répétera plusieurs fois, chaque passage rapproché mélangeant davantage les deux systèmes, jusqu'à ce qu'ils fusionnent finalement en une seule entité. Le processus complet de fusion prendra environ 2 milliards d'années après le premier contact, ce qui signifie que la galaxie résultante ne sera complètement formée que dans environ 6 milliards d'années. Les astronomes ont déjà inventé des noms pour cette future galaxie fusionnée. Certains l'appellent Milkomeda, un porte-manteau de Milky Way et Andromeda. D'autres préfèrent Milkdromeda. Quel que soit le nom que nous choisissions, cette galaxie sera très différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. La galaxie résultante sera probablement une galaxie elliptique géante. Les collisions majeures entre galaxies spirales tendent à détruire les élégantes structures spirales, mélangeant les étoiles dans un essaim plus désordonné. Le gaz sera en grande partie consommé dans l'intense épisode de formation stellaire déclenché par la collision, laissant peu de matière pour former de nouvelles étoiles par la suite. Mais qu'adviendra-t-il de notre système solaire dans tout cela? C'est une question fascinante. La bonne nouvelle est que les collisions directes entre étoiles sont extraordinairement improbables, même pendant une fusion galactique. Le Soleil et ses planètes survivront presque certainement intactes. La mauvaise nouvelle est que nous ne serons probablement pas au même endroit qu'aujourd'hui. Les perturbations gravitationnelles pendant la fusion pourraient projeter notre système solaire sur une nouvelle orbite, peut-être plus loin du centre galactique, peut-être plus près. Dans le scénario le plus extrême, nous pourrions être éjectés complètement de la galaxie, devenant un système solaire errant dans l'espace intergalactique. Mais même ce scénario n'est pas catastrophique en soi. Notre Soleil continuerait à briller, notre Terre continuerait à orbiter, et la vie pourrait continuer sous un ciel nocturne radicalement différent.
Imaginez le ciel nocturne pendant la collision. Au lieu de la bande pâle de la Voie lactée que nous voyons aujourd'hui, le ciel serait rempli de filaments brillants d'étoiles, de nébuleuses de formations stellaires ardentes, et peut-être de la spirale géante d'Andromède s'étendant d'un bout à l'autre de la voûte céleste. Les êtres qui habiteront la Terre à cette époque, s'il y en a, auront un spectacle cosmique sans égal dans notre expérience actuelle. Bien sûr, il y a un autre facteur à considérer. Dans 4,5 milliards d'années, notre Soleil se rapproche de la fin de sa vie en tant qu'étoile de la séquence principale. S'il commencera à se transformer en géante rouge, engloutissant peut-être Mercure et Vénus et rendant la Terre inhabitable. La collision avec Andromède coïncidera approximativement avec la mort de notre Soleil. C'est une coïncidence cosmique remarquable, deux événements cataclysmiques, l'un stellaire et l'autre galactique, se produisant à peu près au même moment à l'échelle de l'histoire de l'univers. Mais avant la grande collision avec Andromède, il y aura d'autres fusions dans notre groupe local. Le grand nuage de Magellan, ce compagnon fidèle de notre galaxie, est condamné à être dévoré. Des études récentes utilisant des simulations sophistiquées suggèrent que la collision pourrait se produire dans environ 2 milliards 400 millions d'années, bien avant la collision avec Andromède. Quand le grand nuage de Magellan fusionnera avec la Voie lactée, ce sera un événement significatif. Le grand nuage est bien plus massif que les petites galaxies naines que notre galaxie a cannibalisées dans le passé. Sa chute vers le centre de la Voie lactée perturbera le disque de notre galaxie, créant des ondulations et des déformations. Elle pourrait même réveiller le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, lui fournissant du gaz à dévorer et le transformant en noyau galactique actif. Le petit nuage de Magellan suivra probablement, bien que son destin exact soit moins certain. Il pourrait être absorbé par le grand nuage avant que celui-ci ne fusionne avec la Voie lactée, ou il pourrait être séparé de son compagnon et tomber séparément vers notre galaxie. Et qu'en est-il du triangle ? est cette troisième grande galaxie de notre groupe local. Son destin est le plus incertain des trois. Certaines simulations suggèrent qu'il sera absorbé par Andromède avant la collision Voie lactée-Andromède. D'autres suggèrent qu'il participera à la fusion finale, ajoutant ses 40 milliards d'étoiles au mélange. D'autres encore montrent qu'il pourrait être éjecté du système par les forces gravitationnelles chaotiques pendant la collision, errant seul dans l'univers. Le destin ultime de notre groupe local est clair, même si les détails restent flous. Dans des milliards d'années, toutes les galaxies de notre voisinage cosmique fusionneront en une seule entité massive, une galaxie elliptique géante flottant seule dans l'espace. Toutes les petites galaxies naines qui orbitent actuellement autour de la Voie lactée et d'Andromède auront été absorbées. Tous les courants stellaires auront été mélangés. Ce qui était autrefois un groupe de plus de 80 galaxies distinctes deviendra un seul système unifié. Mais attendez, nous n'avons pas encore terminé notre voyage. Notre groupe local n'existe pas en isolation. Il fait partie de structures encore plus grandes. Et pour comprendre vraiment notre place dans le cosmos, nous devons continuer à zoomer vers l'extérieur. Notre groupe local fait partie de ce qu'on appelle la feuille locale, un arrangement aplati de galaxies et de groupes de galaxies qui s'étend sur quelques dizaines de millions d'années-lumière. Cette structure est comme un panneau ou une feuille relativement mince
dans l'espace tridimensionnel, allez contenant notre groupe local et plusieurs autres groupes voisins. Au-delà de la feuille locale, nous trouvons le superamas de la Vierge. Un superamas est une collection de groupes et d'amas de galaxies, une structure encore plus grande que les groupes individuels. Le superamas de la Vierge s'étend sur environ 110 millions d'années-lumière et contient au moins 100 groupes et amas de galaxies. Au cœur du superamas de la Vierge se trouve l'amas de la Vierge, une concentration massive de plus de 1500 galaxies situées à environ 54 millions d'années-lumière de nous. C'est l'amas de galaxies le plus proche de notre groupe local, un véritable centre urbain cosmique comparé à notre banlieue galactique relativement calme. Notre groupe local est-il en train de tomber vers l'amas de la Vierge? Ok, c'est une question que les astronomes ont débattue pendant des décennies. La réponse est complexe. L'amas de la Vierge exerce certainement une attraction gravitationnelle sur notre groupe local, mais l'expansion de l'univers travaille contre cette attraction. Le résultat net est que nous nous rapprochons de l'amas de la Vierge par rapport à l'expansion cosmique moyenne, mais que nous ne l'atteindrons probablement jamais. L'expansion de l'univers l'emportera à long terme, mais le superamas de la Vierge n'est pas la plus grande structure dont nous faisons partie. En 2014, une équipe d'astronomes dirigée par R. Brent Tully a défini une structure encore plus massive appelée l'Aniakea, un mot hawaïen signifiant ciel immense ou horizon céleste incommensurable. L'Aniakea est un complexe de superamas à un bassin d'attraction gravitationnelle qui s'étend sur environ 520 millions d'années-lumière et contient environ 100 000 galaxies. Notre groupe local, notre superamas de la Vierge et de nombreuses autres structures sont tous contenus dans l'Aniakea, tombant vers une région de densité exceptionnelle appelée le Grand Attracteur. Le Grand Attracteur est l'une des régions les plus mystérieuses du cosmos proche. C'est une concentration de masse située à environ 200 millions d'années-lumière de nous dans la direction des constellations du Centaure et de la Règle. Malheureusement, cette région est largement cachée derrière le plan de la Voie lactée, une région du ciel appelée la zone d'évitement, où les étoiles et la poussière de notre propre galaxie bloquent notre vue des galaxies lointaines. Malgré ces difficultés, les astronomes ont pu cartographier la région du Grand Attracteur en utilisant des observations radio et infrarouges qui peuvent pénétrer la poussière galactique. Ils ont découvert plusieurs amas massifs de galaxies dans cette direction, dont l'amas de Norma, qui pourrait être le cœur du Grand Attracteur. Ce qui est fascinant, c'est que notre groupe local entier, ainsi que des milliers d'autres galaxies, se déplacent vers le Grand Attracteur à environ 600 km par seconde, soit plus de 2 millions de kilomètres par heure. Cette vitesse est en plus de l'expansion cosmique générale. Nous sommes littéralement tombant à travers l'univers, attirés par cette concentration massive de matière. Au-delà de l'Aniakea, l'univers continue. D'autres superamas remplissent le cosmos. Le superamas de Persée-Poisson, le superamas de Chapelet et d'innombrables autres. Ces superamas sont reliés par des filaments de galaxies, formant une structure que les astronomes appellent la toile cosmique. Et entre ces filaments se trouvent d'immenses vides, des régions de l'univers presque complètement dépourvues de galaxies, des déserts cosmiques qui s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. L'univers observable
la partie de l'univers dont la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang, s'étend sur environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Il contient environ 2000 milliards de galaxies. 2000 milliards. Chaque galaxie contenant des milliards d'étoiles. Chaque étoile potentiellement entourée de planètes. Les nombres défient toute compréhension. Et notre groupe local? C'est une goutte dans cet océan cosmique. C'est 80 galaxies sur 2000 milliards, une fraction infinitésimale de l'univers observable. Et l'univers observable lui-même n'est qu'une partie d'un univers potentiellement infini qui s'étend au-delà de ce que nous pourrons jamais voir. Mais voici la chose merveilleuse. Ce minuscule groupe local, cette collection insignifiante de 80 galaxies, c'est notre maison. C'est tout ce que l'humanité pourra jamais espérer explorer directement. Même avec des technologies futures inimaginables, les distances entre les superamas sont si grandes et l'expansion de l'univers si inexorable que nous sommes effectivement confinés à notre voisinage cosmique local. Maintenant, prenons du recul et réfléchissons à pourquoi tout cela importe. Pourquoi les astronomes passent-ils des décennies à étudier les galaxies de notre groupe local? Wayne, qu'est-ce que cela nous apprend sur l'univers et sur nous-mêmes? Le groupe local est notre laboratoire cosmique. Parce que ces galaxies sont relativement proches, nous pouvons les étudier avec un niveau de détail impossible pour des galaxies plus distantes. Et nous pouvons résoudre des étoiles individuelles, identifier des populations stellaires distinctes, cartographier la distribution des différents types d'étoiles dans différentes parties de chaque galaxie. Cette capacité à voir les étoiles individuelles est cruciale pour tester nos théories de l'évolution stellaire. Nous pouvons observer des étoiles à différents stades de leur vie, des étoiles nouveau-nées aux géantes rouges agonisantes, et comparer ce que nous voyons aux prédictions de nos modèles théoriques. Le groupe local est notre terrain d'essai pour comprendre comment les étoiles naissent, vivent et meurent. Le groupe local joue également un rôle crucial dans la calibration de l'échelle des distances cosmiques. Pour mesurer les distances des galaxies lointaines, nous utilisons une série de méthodes qui s'appuient les unes sur les autres, comme les barreaux d'une échelle. À la base de cette échelle se trouvent les méthodes qui ne fonctionnent que pour des objets relativement proches, comme la parallaxe. Ensuite viennent des méthodes qui utilisent des étoiles standards, des objets dont nous connaissons la luminosité intrinsèque et qui peuvent donc servir d'indicateurs de distance. Les étoiles céphéides, que nous avons mentionnées plus tôt, en sont un exemple parfait. Pour calibrer ces méthodes, nous avons besoin de galaxies suffisamment proches pour que plusieurs méthodes puissent être appliquées et comparées. Les galaxies du groupe local remplissent ce rôle. En mesurant les distances de ces galaxies par plusieurs méthodes indépendantes, nous pouvons affiner notre compréhension de chaque méthode et réduire les incertitudes dans nos mesures de l'univers plus large. L'étude du groupe local nous permet également de comprendre la formation et l'évolution des galaxies d'une manière qui serait impossible avec des observations de galaxies lointaines seules. En observant les vestiges de galaxies cannibalisées dans le halo de la Voie lactée, nous pouvons reconstruire l'histoire de notre galaxie et comprendre comment elle a grandi au fil du temps. Et les galaxies naines du groupe local sont particulièrement précieuses pour ce type de recherche. Beaucoup d'entre elles sont des reliques presque intactes de l'univers primitif, des fossiles qui ont préservé des informations sur les conditions
qui régnait quand les premières galaxies se formaient. En étudiant les populations stellaires de ces galaxies, leur composition chimique, leur distribution d'âge, nous pouvons remonter le temps et sonder les premiers milliards d'années de l'histoire cosmique. Et puis, il y a la matière noire. Le groupe local est l'un des meilleurs endroits pour étudier cette substance mystérieuse. Les galaxies naines, avec leur domination extrême par la matière noire, s'y offrent des conditions presque idéales pour cartographier la distribution de masse invisible et tester différents modèles de ce que pourrait être la matière noire. Les télescopes et les missions spatiales ont révolutionné notre compréhension du groupe local au cours des dernières décennies. Le télescope spatial Hubble a fourni des images d'une clarté sans précédent des galaxies proches, nous permettant de résoudre des étoiles individuelles, même dans Andromède et au-delà. Le satellite Gaia de l'ESA cartographie les positions et les mouvements de milliards d'étoiles avec une précision exquise, révélant les traces de fusions anciennes et les orbites des satellites de la Voie lactée. Le télescope spatial James Webb, avec sa sensibilité infrarouge inégalée, ouvre de nouvelles fenêtres sur les populations stellaires des galaxies du groupe local, perçant les voiles de poussière qui obscurcissent certaines régions et sondant les étoiles les plus vieilles et les plus froides. Des relevés au sol, comme le Sloan Digital Sky Survey et le Dark Energy Survey, ont découvert des dizaines de nouvelles galaxies naines ultra faibles, révélant des voisins cosmiques dont nous ignorions l'existence. L'observatoire Vera-Rubin, avec son relevé synoptique de l'espace et du temps, promet de découvrir encore plus de ces systèmes fantomatiques. Les radiotélescopes cartographient la distribution de l'hydrogène neutre dans et autour des galaxies du groupe local, révélant les courants de gaz qui connectent les galaxies et alimentent la formation stellaire. Malgré toutes ces avancées, de nombreux mystères subsistent. Et le problème des satellites manquants a longtemps préoccupé les astronomes. Les simulations de formation de structures cosmiques prédisaient que des galaxies, comme la Voie lactée, devraient être entourées de bien plus de satellites que ce que nous observions. La découverte des galaxies naines ultra faibles a en partie comblé ce déficit, mais la question reste de savoir si nous avons trouvé tous les satellites ou s'il en reste encore caché. Le problème appelé « too big to fail » est un autre casse-tête. Les simulations prédisent que certains satellites devraient être plus massifs et plus lumineux que ce que nous observons. Où sont ces satellites qui auraient dû être trop gros pour échouer à former des étoiles? Le mystère du plan des satellites est peut-être le plus intrigant. Autour de la Voie lactée, d'Andromède et de plusieurs autres galaxies, les satellites semblent être alignés dans des plans plutôt que distribués uniformément dans toutes les directions. Ce n'est pas ce que prédisent les modèles standards de formation des galaxies, et cela pourrait indiquer que quelque chose manque dans notre compréhension. La nature de la matière noire reste le plus grand mystère de tous. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi n'avons-nous pas encore détecté ces particules directement? Les propriétés de la matière noire déduites des observations des galaxies naines sont-elles compatibles avec les prédictions théoriques? Comment notre groupe local s'est-il formé exactement? Quelle était la configuration initiale des proto-galaxies qui ont fusionné pour créer ce que nous voyons aujourd'hui? Combien de temps ce processus a-t-il pris? Et y a-t-il encore des membres du groupe local que nous n'avons pas découverts?
Combien de galaxies ultra faibles se cachent encore dans l'obscurité, attendant d'être révélées par la prochaine génération de télescopes? Ces questions nous rappellent que malgré tout ce que nous avons appris, nous n'en sommes qu'au début de notre exploration du cosmos. Chaque réponse engendre de nouvelles questions et chaque découverte révèle de nouveaux mystères à résoudre. Mais au-delà de la science pure, l'étude du groupe local a quelque chose de profondément philosophique. Elle nous confronte à notre place dans l'univers d'une manière viscérale et transformatrice. Pensez à votre adresse cosmique complète. Vous êtes sur la planète Terre, qui orbite autour du Soleil, une étoile ordinaire parmi des centaines de milliards dans le bras d'Orion de la Voie lactée, une galaxie spirale barrée qui fait partie du groupe local, un petit groupe de galaxies à la périphérie du superamas de la Vierge. Lui-même un petit bout de l'Aniakea, qui n'est qu'une minuscule partie de l'univers observable contenant 2000 milliards de galaxies. Cette cascade d'échelles peut provoquer ce que certains astronautes appellent l'effet de vue d'ensemble, un changement cognitif profond dans la conscience résultant de la vue de la Terre depuis l'espace. Mais vous n'avez pas besoin d'aller dans l'espace pour l'expérimenter. Simplement, comprendre notre place dans le groupe local peut induire un sentiment similaire, un mélange d'humilité face à l'immensité du cosmos et d'émerveillement d'en faire partie. Mais il y a quelque chose de solitaire dans notre situation cosmique. Même notre plus proche voisine majeure, Andromède, est si éloignée que la lumière met plus de 2 millions d'années pour la traverser. Aucun message que nous pourrions envoyer n'atteindrait une civilisation dans Andromède avant des millions d'années. Aucune réponse ne nous parviendrait avant des millions d'années supplémentaires. Nous sommes effectivement isolés, des naufragés sur une île galactique, dans un océan d'espace vide. Et pourtant, il y a aussi quelque chose de profondément connecté dans notre situation. La gravité relie notre groupe local en un seul système. Les atomes qui composent votre corps ont été forgés dans des étoiles, peut-être même des étoiles, de galaxies qui ont été cannibalisées par la Voie lactée il y a des milliards d'années. Mais vous portez en vous littéralement des fragments de galaxies disparues. Nous sommes faits de matière d'étoiles, comme l'a dit Carl Sagan. Mais nous sommes aussi faits de matière de galaxies. Les éléments lourds qui constituent votre ADN, le fer dans votre sang, le calcium dans vos os, ont été dispersés dans l'espace par des supernovae il y a des milliards d'années, mélangés dans le milieu interstellaire, incorporés dans des nuages de gaz et finalement condensés pour former notre Soleil, notre Terre et vous. Dans un sens très réel, vous êtes une manière pour l'univers de prendre conscience de lui-même. Vous êtes de la matière cosmique qui a évolué pour poser des questions sur le cosmos. Les atomes qui vous composent regardent les étoiles d'où ils viennent et se demandent d'où ils viennent. Et que dire de l'avenir? Et l'humanité aura-t-elle jamais une chance de visiter une autre galaxie? Les distances impliquées sont si colossales qu'elles semblent insurmontables. Même à la vitesse de la lumière, il faudrait plus de 2 millions d'années pour atteindre Andromède. Et selon notre compréhension actuelle de la physique, rien de massif ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Mais l'avenir est long et nos descendants auront des milliards d'années pour développer des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer. Des propulsions exotiques utilisant des principes physiques encore inconnus. Des vaisseaux générationnels où des communautés entières vivraient et mourraient pendant un voyage de millions d'années.
des méthodes de mise en hibernation ou de numérisation de la conscience qui rendraient les durées de voyage supportables. Qui peut dire ce qui sera possible dans 1 million d'années ou 1 milliard? Et même si nous ne pouvons jamais envoyer des voyageurs physiques vers d'autres galaxies, nous pouvons envoyer nos connaissances, nos histoires, nos questions. Des signaux radio ou des faisceaux laser pourraient être dirigés vers des étoiles d'Andromède, portant des messages de notre existence. Ils n'arriveraient pas avant des millions d'années, et toute réponse prendrait des millions d'années de plus, mais le simple acte d'envoyer ces messages serait une déclaration d'espoir, un pari sur l'avenir, une affirmation que nous existons et que nous nous soucions de communiquer. Et il y a aussi le spectacle à venir. Les êtres qui habiteront notre système solaire dans quelques milliards d'années, s'il y en a, eux seront témoins de la collision entre la Voie lactée et Andromède. Ils verront les 2 spirales géantes se déformer, se pénétrer, créer des queues de marée spectaculaires. Ils verront des millions de nouvelles étoiles s'allumer dans des sursauts de formation stellaire, déclenchés par la collision. Ils verront un ciel nocturne différent de tout ce que nous avons jamais vu, une tapisserie cosmique d'une beauté inimaginable. Cette idée que quelque chose ou quelqu'un dans le futur lointain pourrait être témoin de ces événements est à la fois humiliante et inspirante. Elle nous rappelle que l'univers continue au-delà de nos vies individuelles, au-delà de la durée de vie de notre espèce, peut-être au-delà de la durée de vie de toute forme de vie sur Terre. Et pourtant, ce futur est connecté à notre présent. Les atomes qui formeront ces futurs observateurs sont déjà là, quelque part dans l'univers. Le temps qui les sépare de nous n'est qu'un battement de cœur à l'échelle cosmique. Alors, où cela nous laisse-t-il? Nous avons voyagé des confins du groupe local jusqu'aux limites de l'Aniakea et au-delà. Nous avons exploré des dizaines de galaxies, des géantes spirales aux naines ultra faibles. Nous avons regardé dans le passé profond et entrevu l'avenir lointain. Nous avons confronté les mystères de la matière noire et les certitudes de la gravité. Le groupe local est notre maison dans l'univers. C'est petit à l'échelle cosmique, mais immense à l'échelle humaine. Nous ne le quitterons probablement jamais, et c'est peut-être bien ainsi. Il y a assez de merveilles ici, assez de mystères à résoudre, assez de beauté à contempler, pour occuper l'humanité pendant des millénaires. Chaque nuit claire, quand vous levez les yeux vers le ciel, vous regardez votre voisinage. Ces étoiles que vous voyez sont vos voisines immédiates, des soleils comme le nôtre, certains peut-être entourés de planètes, certains peut-être habités par des êtres qui regardent vers nous et se demandent s'il y a quelqu'un là-bas. Et si vos yeux sont assez perçants et que vous savez où regarder, vous pouvez voir une tache floue dans la constellation d'Andromède. C'est une galaxie entière, 1000 milliards d'étoiles, à 2,5 millions d'années-lumière. La lumière qui frappe vos yeux a voyagé pendant 2,5 millions d'années pour vous atteindre. Elle a quitté Andromède quand nos ancêtres marchaient encore dans les savanes africaines, des millions d'années avant l'écriture, avant l'agriculture, avant la civilisation. Et maintenant, ce photon termine son voyage dans votre œil, converti en signal électrique, interprété par votre cerveau comme la lumière d'une galaxie lointaine. En ce sens, vous êtes le terminus d'un voyage cosmique incroyable. Chaque photon d'Andromède qui atteint votre rétine est un messager du passé profond, un ambassadeur d'un autre monde qui vous livre son message après un voyage
de 2,5 millions d'années. Et vous êtes là pour le recevoir, pour le comprendre, pour l'apprécier. C'est peut-être la chose la plus extraordinaire de toutes. Non pas la taille de l'univers, ni son âge, ni sa complexité, mais le fait que nous sommes ici pour en être témoins, que la matière a évolué pour devenir consciente, pour poser des questions, pour chercher des réponses. Que des singes sur une petite planète autour d'une étoile ordinaire ont développé des télescopes assez puissants pour voir des galaxies à des milliards d'années-lumière et des mathématiques assez sophistiquées pour comprendre ce qu'ils voient. Nous sommes l'univers essayant de se comprendre lui-même. Et le groupe local, notre petit coin de cosmos, est à la fois notre laboratoire et notre maison. C'est là où nous vivons, là où nous apprenons, et là où nous commençons notre voyage vers une compréhension plus profonde de tout ce qui est. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, souvenez-vous de ce que vous avez appris aujourd'hui. Souvenez-vous que ces étoiles ne sont que votre rue, dans un quartier galactique de 80 maisons. Et souvenez-vous que votre quartier fait partie d'un district de 100 000 galaxies appelé l'Aniakea. Souvenez-vous que tout cela se déplace à travers l'espace à des millions de kilomètres par heure, attiré par des forces que nous commençons à peine à comprendre. Et souvenez-vous aussi que malgré toute cette immensité, malgré toutes ces distances qui défient l'imagination, vous faites partie de tout cela. Vous êtes connecté à chaque étoile, chaque galaxie, chaque atome de l'univers, par la gravité, par l'histoire cosmique, par les liens subtils de la physique qui tissent la réalité ensemble. Vous n'êtes pas juste dans l'univers, vous êtes l'univers. Et le groupe local n'est pas juste là-haut, il est ici, en vous, autour de vous, faisant partie de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous pourrez jamais être. Et c'est le message que notre groupe local nous livre, si nous prenons le temps de l'écouter. Nous sommes petits, oui. Nous sommes éphémères, oui. Mais nous sommes aussi incroyablement chanceux d'être ici, de poser ces questions, de chercher ces réponses. Et ce voyage que nous avons fait aujourd'hui, ce voyage à travers des millions d'années-lumière et des milliards d'années, ce n'est que le début. Il y a tellement plus à découvrir, tellement plus à comprendre, tellement plus à émerveiller. Continuons à regarder vers le haut. Continuons à poser des questions. Continuons à explorer notre voisinage cosmique et l'univers au-delà. Parce que c'est ce que font les singes curieux sur leur petite planète bleue. C'est ce que nous avons toujours fait. Et c'est ce que nous continuerons à faire aussi longtemps que nous existerons. Chez le groupe local nous attend, avec tous ses mystères, toute sa beauté, toute sa magnificence. Alors qu'attendons-nous? L'aventure ne fait que commencer. Et si vous avez apprécié ce voyage cosmique, si votre esprit a été élargi, si votre sens de l'émerveillement a été éveillé, alors partagez cette expérience. Appuyez sur ce bouton « J'aime » pour dire à l'algorithme que ce type de contenu mérite d'être partagé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures explorations des mystères de l'univers. Et laissez un commentaire pour nous dire quelle galaxie du groupe local vous a le plus fasciné. Était-ce Andromède, notre majestueuse voisine qui se rapproche, les nuages de Magellan, nos compagnons fidèles condamnés à être dévorés, ou peut-être l'une des minuscules galaxies ultra feintes, ces fantômes cosmiques presque entièrement composés de matière noire invisible. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, vous ne le verrez plus jamais de la même façon.
Vous ne verrez plus simplement des points de lumière dispersés sur une toile noire. Vous verrez votre voisinage. Vous verrez votre maison dans le cosmos. Vous verrez l'histoire et l'avenir de tout ce qui existe. Et c'est un cadeau inestimable. Jusqu'à notre prochaine exploration, continuez à regarder vers le haut. Continuez à vous émerveiller. Et souvenez-vous que vous n'êtes pas simplement sur l'univers. Vous êtes l'univers en train de s'éveiller à lui-même. End.